Bonjour à tous, très heureuse de démarrer cette journée avec cette table ronde et peut-être pour démarrer, reprendre la définition de cartographie puisque nous allons parler de cartographie des réseaux de médiation culturelle en art contemporain et rappeler qu'il s'agit surtout de représenter le monde sous une forme géométrique ou graphique et que ça aspire bien sûr à représenter spatialement notre monde. Alors à quelle représentation visuelle spatiale la réalité non géographique de la médiation culturelle est possible, d'autant plus face à la polysémie et la plasticité de cette notion qu'est la médiation culturelle et des significations avec des pratiques très différentes qui sont mises en lumière à travers des réseaux qui rassemblent les médiateurs et médiatrices culturelles dans toute la France. La pluralité d'approches et de médiums qui caractérisent la médiation est mise en exergue par ce maillage de professionnels de la médiation. Et comme on peut le lire dans l'ouvrage Expérience critique de la médiation culturelle, pour mieux la cerner, on oscille souvent entre une démarche analytique, en fait finalement issue du milieu de la recherche universitaire, et puis une démarche plus réflexive issue des milieux professionnels. Et c'est celle-là qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Et c'est cette entrée qu'on va privilégier, de dresser le portrait dans une bonne heure de ceux qui l'incarnent, cette médiation, et puis maintenant nous intéresser à la cartographie, à l'instant T de ces réseaux qui sont investis par ces médiateurs et médiatrices culturelle. Alors la médiation, on sait, elle a connu quand même un processus d'institutionnalisation du côté des politiques publiques, de sa reconnaissance dans les champs universitaires, dans les champs de la formation. Chaque année, des centaines et des centaines, presque plus d'un millier d'étudiants sortent de formation en étant formés à ces enjeux de la médiation culturelle. C'est un enjeu actuel et en témoigne le nombre d'ouvrages, de journées professionnelles, de formations et puis des réseaux de plus en plus nombreux qui tentent eux aussi de fixer un référentiel théorique, un référentiel professionnel. Donc c'est un métier qui s'organise, c'est un métier qui prend du poids et bien sûr les professionnels se mobilisent, ils se mobilisent en réseau, en association, ils se dotent de moyens pour s'engager dans cette déontologie et même une éthique de ce métier. En bref, les médiations sont partout ou presque, les réseaux également, on va le voir, et pourtant demeurent des paradoxes, bien sûr, un des plus connus, par exemple les codes Roms de Pôle emploi qui ne reflète que de manière laconique, qui amalgame un peu ce qu'on peut faire en médiation culturelle. Ou si je reprends l'ouvrage d'Isabelle Mathieu, qui représente souvent la 5e roue du carrosse, malgré des discours qui l'évoquent sans cesse partout. Et ces enjeux, les réseaux qui sont ici, ils les connaissent extrêmement bien. Et donc nous allons ensemble essayer je me retrouve plus dans mes notes, nous allons essayer de les décortiquer. Et donc pour ça, je suis accompagnée d'une carte normalement qui est censée apparaître. Alors je ne sais pas si elle va arriver ou pas. Une carte qui a été faite par Bla, qui donc a été imaginée pour déjà ressentir ces réseaux de manière cartographique régionale ou nationale, mais finalement une seule carte ou un seul dessin ne pourrait pas représenter, je pense, ce champ mouvant de la médiation. Et donc plutôt de se risquer à une cartographie de la médiation, voilà, on se frotte déjà à une cartographie des réseaux de la médiation pour essayer, notamment ce matin, d'essayer de penser les pratiques, les enjeux, les tentatives de structuration qui éclosent, comme on le voit, aux 4 coins de la France. Alors qui sont-ils ? Bla en a mis en valeur une dizaine. Vous allez voir, ça va aller très vite. Vous pourrez retrouver bien sûr cette carte sur le site internet de Bla et on pourrait rajouter à cette cartographie des réseaux plus informels qu'on peut avoir sur des réseaux sociaux qui rassemblent les professionnels de la médiation ou des réseaux
interdisciplinaire qui rassemble aussi des médiateurs et médiatrices culturelles d'art contemporain. Je pense au collectif WO qui est aussi là pour fédérer et valoriser ces métiers-là. Je pense au réseau RP qui a œuvré aussi sur un référentiel métier. Donc au-delà de cette carte-là, bien sûr, on peut en penser à d'autres et peut-être que certains se rajouteront sur la carte à l'issue de cette table ronde. En tout cas, aujourd'hui, on va faire un focus sur trois réseaux de cette cartographie. On va mettre un coup de projecteur sur DCA, LMAC et RN13 bis. Alors, qui se cache derrière ces trois sigles? Des professionnels qui sont extrêmement engagés sur ces enjeux. Et donc je vais leur demander chacun d'entre eux de se présenter de manière très brève pour démarrer. Je leur ai demandé de pitcher leur projet pour une mise en bouche et une mise en appétit et qu'on tienne déjà un peu le timing. Alors, je vais juste me remettre face à mes trois sigles pour bien ne pas écorcher les noms de famille de ces personnes qui sont engagées dans ces groupes métiers et ces groupes de médiation. Et donc je vais commencer par ordre alphabétique, DCA. Donc Marie Deborne et Anaïs Perrin, qui sont toutes deux co-référentes du groupe métier, médiation et public, aux côtés d'un troisième co-référent qui n'est pas là aujourd'hui, donc, et qui représente l'association DCA, Association française de développement des centres d'art contemporain. Donc son nom l'indique, périmètre national en termes de réseau, et réseau un peu pionnier qui a plus de 30 ans, bien que le groupe médiation soit un petit peu plus jeune. Il a été créé en 2016. Il y a un deuxième micro au fur et à mesure. Donc je leur laisse la parole pour pitcher. Je ne sais pas qui c'est qui la prend. C'est toi ? Allez. Je commence l'exercice, pas facile. Donc DCA, c'est un réseau qui est né en 1992, qui rassemble 49 centres d'art aujourd'hui sur l'ensemble du territoire hexagonal et qui a un conseil d'administration qui est composé de plusieurs directions de ces centres d'art. C'est un réseau qui ne fonctionnerait pas déjà sans son équipe de salariés. Ils sont 3, je les salue, Marie, Chloé et Antoine. Qui rassemble donc ces centres d'art qui ont donc 3 missions fondamentales: le soutien à la création, notamment par la production d'œuvres, la diffusion par la création d'expos et la médiation, donc qui fait partie des 3 piliers. C'est des centres d'art qui ont des réalités très différentes, des zones d'implantation différentes, urbaines, périurbaines, rurales, et aussi des tailles de structures très différentes, puisqu'il y a des tout petits, il y a des petites structures comme pour laquelle je travaille par exemple en milieu rural, et des plus grandes comme le Jeu de Paume qui nous accueille aujourd'hui. Je prends la suite très rapidement sur concrètement comment on travaille. Je voulais revenir sur un événement qui a été assez phare sur la structuration de l'organisation du travail au sein du réseau. Donc un grand forum professionnel des équipes qui s'est tenu au Centre international d'art et de paysage à Vassivière en 2016. Et suite à ce forum a émergé vraiment l'envie des équipes de se structurer en groupe métier. Donc c'est une spécificité aussi de ce réseau, puisque ces groupes métiers fonctionnent de manière collégiale. Donc chacun bénéficie d'une co-coordination de plusieurs personnes. Et pour les citer, donc nous sommes organisés selon les métiers phares: direction, administration, production régie, communication et bien évidemment médiation. Je m'arrête là. Et le groupe médiation, m'a-t-on dit, est extrêmement actif, un des plus réflexifs de tous les groupes de DCA. Mais ça, je ne suis pas trop censée le dire. Peut-être c'est encore une particularité de ce groupe. On va enchaîner avec Estelle Giron et Nathaël Vigneault, qui sont respectivement présidentes et coordinateurs de LMAC, donc le laboratoire de médiation en art contemporain qui agit, lui, à l'échelle de l'Occitanie. C'est notre carte historique de la table ronde, notre éléphant, si on peut le dire, puisque quand même c'est un réseau qui date de 2002 et le groupe de travail est né 3 ans après. Donc c'est dire l'historique, et on va pouvoir avoir une rétrospective grâce à leur venue. Alors je vous laisse présenter rapidement votre projet. Alors bonjour à toutes et tous, déjà merci de l'invitation. Donc le LMAC, c'est un réseau donc en Occitanie qui est né en 2002, donc plus ancien réseau d'art contemporain en médiation. Donc c'est un réseau qui réunit les professionnels de la médiation en art contemporain, qui est né en Midi-Pyrénées en 2002, puis qui s'est étendu à la nouvelle région après 2016.
Donc on compte aujourd'hui une trentaine de membres, de structures membres, avec des adhésions par structure et des adhésions individuelles. On est un réseau de personnes, on se définit comme un réseau de personnes et pas un réseau de structures, sachant qu'en Occitanie, il y a Air de Midi, qui est le réseau des structures à l'échelle de la région, et le réseau Ping Pong, qui est à l'échelle de la métropole toulousaine. Donc c'est les 3 gros réseaux de la région. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Mais ça, c'est de l'express, dis donc. Non, ce qui est important, c'est qu'on est une association propre. Voilà, on voulait le dire, on reviendra sur comment on fonctionne. Mais on est une association propre. Je suis coordinateur salarié à temps très partiel. Mais on sait que c'est un luxe par rapport à d'autres structures. Mais voilà, et on s'est donc étendu à l'Occitanie depuis 2016-17. Et c'est un groupe qui a toujours perduré malgré des mutations diverses. Le groupe Médiation est toujours là, est toujours présent dans le laboratoire de médiation en art contemporain. Ah, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, ici, qui est important. Et on est aussi un réseau ancien, parce que la spécificité de Midi-Pyrénées, c'est que c'est des petites structures, ce que tu disais, Marie, et que c'est né aussi quand même du besoin tout de suite en 2002 de trouver du collectif et d'avoir un espace de partage et d'échange. Et que c'est ce qui a fait l'origine du VLMAC. Voilà. C'est comment on arrive à sortir de sa structure, parce que Midi-Pyrénées, je crois que c'était la région où il y avait le plus de centres d'art et de petits centres d'art, et par extension de petits lieux d'art. Et voilà, c'est comme ça que ça a donné naissance au VLMAC, entre autres. On y reviendra après. Je vais maintenant laisser la parole à Annie Malheuré et Marie Plintel, qui sont respectivement animateurs du groupe métier médiation et coordinatrice générale de RN 13 bis Normandie. Donc là, c'est notre petit Benjamin, puisque le réseau normand a été créé en 2010, mais le groupe médiation va souffler sa 2e bougie seulement à la fin de l'année 2023. Mais ils ont quand même déjà beaucoup d'activités dans leur rapport. Merci. RN 13 bis, art contemporain en Normandie, c'est donc le réseau qui réunit des artistes, auteurs, autrices qui sont arrivés en 2021 dans le réseau aux côtés des structures qui en 2010 avaient fondé cette association, structures qui vont des écoles supérieures d'art, centres d'art, lieux de résidence. C'est un réseau qui se donne pour mission de fédérer l'ensemble de ces professionnels, de les accompagner dans leur parcours, de faciliter leur accès à l'information, d'encourager le partage de pratiques, le développement de nouvelles pratiques aussi au sein des différents métiers, et qui vise également à contribuer à la vitalité de la scène artistique normande. Et donc tout ça prend différentes formes, différentes actions qui sont portées collectivement, notamment une revue d'art contemporain, Insert, des rencontres professionnelles, Présence, également un tout nouveau répertoire normand des artistes de l'art contemporain, Traverse, qu'on a sorti il y a quelques semaines. Et voilà un volet ressources qui est en plein développement et qui concerne pleinement les professionnels de la médiation. Donc on a 2 collèges, un collège structure, un collège artiste, auteur, autrice. Donc dans nos statuts, a priori, pas de place prédestinée aux médiateurs et aux médiatrices, au métier de la médiation, et pourtant ça nous occupe beaucoup. Donc première introduction sur ces trois réseaux. On va maintenant on a dû faire une sélection sur des enjeux, des problématiques récurrentes qui revenaient dans ces différents réseaux, dans les réseaux qu'on peut retrouver sur notre cartographie. Et donc, on ne va pas tout détailler, mais on va essayer d'avoir 7 entrées thématiques différentes. Et la première, tout simplement, vous allez garder le micro, c'est-à-dire se dire comment ça se crée un réseau finalement, comment ça démarre, comment ça émerge, puisque, on le sait, les fondements, les origines de ces différents réseaux dont on a parlé sont assez multiples, parfois des initiatives départementales
départementales, régionales, parfois suite à des forums professionnels, c'est le cas de DCA. Ça peut se tisser à partir de structures, on l'a dit, à partir de personnes, on l'a dit également, et des fois des réseaux informels préexistent. Et peut-être vous pouvez vous témoigner, RN13 bis, de la naissance en fait, de la création et notamment aussi du groupe médiation dans cette création de réseau. Oui, quand j'arrive à la coordination d'RN13 bis en septembre 2021, j'observe qu'il y a une dynamique qui préexiste avec des professionnels au sein des structures qui sont très mobilisés, enfin, professionnels impliqués dans les médiations qui sont très impliqués. Il y a le SODAVI, le schéma d'orientation pour le développement des arts visuels qu'RN13 bis a porté entre 2016 et 2020 à l'invitation de la DRAC Normandie, qui a donné une large place à ces questions, puisque dans les 3 tables rondes qui ont été organisées, il y avait une table ronde, un atelier thématique qui portait sur les enjeux de la diffusion et des publics. Et donc je récupère le livret édité en 2020 à l'issue du SODAVI, qui consacre 2 pages, une place vraiment importante à ces questions, et où sont posés des enjeux d'interconnaissance entre professionnels, de reconnaissance des métiers, de pratiques de travail, à construire, à reconstruire, à améliorer, et notamment, on en a parlé au début, mais le lien entre artistes et bureau des publics, médiateurs, médiatrices. Donc la proposition que je fais à la coprésidence d'RN13 bis et qui adhère totalement à cette idée, puisque c'est aussi des questions qui leur sont chères. Béatrice Didier, qui est co-directrice du Point du Jour à Cherbourg, Sophie Vinet, qui est directrice des Bains-Douches à Alençon. À ce moment-là, Thomas Cartron, artiste, n'était pas encore arrivé à la coprésidence. Mais voilà, la proposition que je leur fais, c'est de formaliser cette dynamique par un groupe métier-médiation pour réunir l'ensemble de ces professionnels et leur donner un espace de travail concret pour pouvoir se rencontrer, développer des projets, penser à leur pratique. Ça se met en place d'autant plus facilement qu'il y avait des dynamiques de travail qui existaient dans les centres urbains, à Caen, à Rouen notamment. Et donc il y avait des groupes chœurs qui se connaissaient, qui avaient déjà travaillé ensemble. Aujourd'hui, en tout cas depuis juin 2021, avec le contrat de filière art visuel en Normandie 2021-2027, donc on vient de signer avec l'État, la DRAC Normandie, la région Normandie, le département du Calvados, le département de la Seine-Maritime, les villes du Havre, de Caen, de Cherbourg et de Rouen et la métropole Rouen-Normandie, ces 9 puissances publiques, on s'est donné des objectifs communs pour le développement de cette filière, pour soutenir les professionnels. Les métiers de la médiation sont clairement mentionnés dans ce contrat, donc ça ouvre aussi d'autres perspectives. Donc on voit bien l'imbrication avec ces stratégies de mise en œuvre aussi de stratégies de filière. On a vu que c'était aussi des enjeux de fédérer des fois des petites structures qui se sentent isolées, des médiateurs, médiatrices culturelles qui ont besoin aussi de se confronter et de s'entraider. Et peut-être on peut naturellement basculer sur la question de comment ils perdurent finalement une fois créés, comment ils ne s'essoufflent pas aussi, ces groupes métiers et ces réseaux, et comment ils évoluent et mutent au fil des années. Parce que forcément, le fait qu'il perdure repose beaucoup aussi sur des animateurs. Certains s'appellent d'ailleurs dans les réseaux des animateurs groupes métiers. On voit la nécessité d'une animation, d'une âme qui va animer aussi ces réseaux. Mais comment on traverse différentes mutations obligatoires pour tout réseau. Tout réseau de cette carte peut avoir des mutations géographiques dues à des fusions de régions, on l'a dit, des mutations structurelles aussi, entre quelque chose d'informel qui se structure officiellement, quelque chose qui
émane du politique et qui devient indépendant aussi, ou des mutations organisationnelles aussi dans la rythmique. Donc naturellement, on va se tourner vers notre doyen, nos doyens de la table, pour parler de ces enjeux-là, de comment le LMAC, le groupe médiation, a pu perdurer au fil des années et comment certaines évolutions ont nourri aussi le fait qu'il ne s'essouffle pas. Nathanaël l'a dit tout à l'heure, le LMAC il est né d'un besoin, donc il est né d'abord de personnes qui ont identifié un isolement sur le territoire. Alors après, pour la petite histoire, si on écoute la DRAC, le LMAC est né à l'initiative de la DRAC, et si on écoute le LMAC, il est né à l'initiative du LMAC. Enfin, pour la petite histoire, le LMAC aurait pu ne pas exister. C'est à l'époque Dominique Blanc qui est coordinateur du service des publics, je crois, ça s'appelait peut-être pas encore comme ça, du centre d'art et photo de Lectoure, va voir la DRAC pour dire mais moi je suis pas formé, j'ai besoin. Et il a la bonne idée de contacter la fondation Espace Écureuil pour savoir si elles aussi elles ont envie. Patatras, elle s'appelle Julie Rouge et Marion Violet. Et il contacte Anne Santini, qui est médiatrice à l'atelier des enfants au musée des abattoirs, qui reçoit un mail signé Dominique Blanc, Julie Rouge et Marion Violet. Et elle croit d'abord à un canular. Donc le LMAC n'aurait pas pu naître si vraiment les personnes n'avaient pas eu envie de le faire. En tout cas, pour les mutations, c'est sûr qu'on est passé d'un réseau qui a d'abord réfléchi sur les questions de l'évaluation en invitant Jean-Christophe Villatte, qui est enseignant-chercheur sur ces questions. Puis s'est rendu compte que finalement l'auto-formation c'était aussi chouette. C'est vrai, Marie, c'était bien. Et a mis en place aussi un système qui, par la typologie de Midi-Pyrénées, comme on l'a dit, est un territoire très vaste avec simplement une grande métropole au milieu. Et donc l'envie de mettre en place ce système qui perdure toujours, d'avoir 2 sessions plénières par an, qui sont l'occasion de lancer, de faire un point ou de conclure parfois des groupes de travail thématiques. Et ces thématiques, elles naissent des envies aussi des médiateurs au fil du temps. Et ça, c'est très important. Ce qui fait que aussi en termes de cohésion de groupe, on s'est au moins tous vus déjà une fois en pyjama. Ce qui est peut-être un détail pour vous, mais c'est vraiment une garantie de cohésion dans les équipes. C'est vrai. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait la force du LMAC. C'est-à-dire que c'est une géographie de personnes, à géographie variable, c'est sûr, qui n'est pas sans poser des problèmes aujourd'hui avec cette grande région qu'est l'Occitanie, entre Saint-Gaudens et Nîmes, avec aussi une saturation du travail en visioconférence. Mais en tout cas, ça fonctionne. Aussi parce que c'est nous, et c'est pas forcément facile, mais ça fonctionne. Ça ne s'essouffle pas en tout cas, parce que la géographie est variable, avec une fixité avec Nathanaël, à 0,2 équivalent temps plein, mais qui est quand même aussi le garant de faire en sorte que tout ça fonctionne pas trop mal. Nathanaël, tu veux rajouter peut-être des dimensions par rapport à ça, sur ce non-essoufflement et ces mutations? En fait, je pense que la capacité du LMAC, c'est qu'il se réinvente en permanence, et je pense que c'est important, et on y reviendra tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on produit, mais en fait, on cherche un mode de fonctionnement qui s'adapte à cette nouvelle réalité géographique. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est une trentaine de membres, c'est plus compliqué de réunir tout le monde entre Saint-Gaudens et Nîmes. Alors, on est content d'avoir casé Saint-Gaudens à une journée nationale de la médiation, mais c'est difficile en termes de géographie, de capacité de mobilisation. Donc on a cette capacité de se réadapter en permanence. Et on voulait aussi parler du site internet qu'on a sorti l'année dernière, qui est cette vitrine du réseau. Donc le premier site internet, il est sorti en 2010. Et en 2018-19, on s'est rendu compte qu'il était obsolète et qu'il ne correspondait plus à l'image du LMAC, de ses missions et de son fonctionnement. Et donc du coup, on a sorti un nouveau site internet à l'occasion des 20 ans du LMAC en 2022, qui est du coup la vitrine du LMAC. Et par exemple, quand à la rubrique membres, c'est pas les structures qui sont membres, mais c'est bel et bien les personnes. Voilà. On revient toujours à cette question c'est un réseau de personnes. Voilà. Et dernière chose, pour pas le LMAC se définit comme un laboratoire. C'est aussi ça qui est important, c'est qu'on n'est jamais sûr du résultat, on n'est jamais sûr de ce qu'on va faire.
les professionnels n'ont pas n'ont pas la prétention d'avoir la science infuse. Et ils acceptent qu'il n'y a pas d'aboutissement, qu'il y a un aboutissement ou pas. Et voilà, on est vraiment dans cet axe de recherche et de réflexion. Et je pense que c'est ce qui fait aussi la force du LMAC. Et tu m'offres une transition toute trouvée en parlant d'ores et déjà de qu'est-ce qu'ils produisent, ces réseaux-là, et comment cette production aussi nourrit le fait qu'on entretienne cette inspiration et cette dynamique. On sait que le propre de ces réseaux, bien sûr, c'est de se réunir, mais aussi il y a un enjeu, je pense, de capitaliser des outils qui ont été créés, parfois même de partager, bien sûr, des projets inspirants, inspirantes, et de produire en commun. Et donc peut-être qu'on peut donner la parole à DCA sur la façon dont eux ils envisagent en fait ce qu'ils produisent, que ça soit comment on cultive aussi ce qui se passe lors de rassemblements et de journées professionnelles, et peut-être sur quelle typologie d'outils ou de moyens. On a parlé d'un site internet vitrine, de brochures peut-être pour DCA. On est amené quand on est acteur de ces réseaux. Complètement, moi je voulais rebondir aussi sur ce que disait Nathaniel sur la question de la réinvention permanente, parce qu'effectivement on sait que les équipes aussi de médiation bougent beaucoup, et donc effectivement ça nécessite aussi de toujours réfléchir et de se reposer des questions, et ça c'est possible à travers effectivement des temps de rencontre. Donc nous pour être un petit peu synthétique sur ce que DCA peut développer, on a relevé vraiment 4 points qui nous semblaient intéressants, qui se déploient à travers donc des journées professionnelles, des journées de rencontres qui ont lieu de manière annuelle, où toutes les équipes des centres d'art vont se réunir. Une réflexion actuelle sur des questions de production en commun, soit des outils ressources ou des réflexions communes via les groupes de métiers. Également une partie où on réfléchit à comment on peut mettre à profit les outils qui ont été développés aussi pendant le Covid, de rencontres virtuelles pour se voir et se parler plus souvent. Et puis effectivement un outil vraiment concret qui est la brochure. Donc pour donner quelques petites infos plus précises sur les journées professionnelles, ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est vraiment des gros temps forts dans l'année où vraiment l'ensemble des équipes des centres d'art vont converger et vont pouvoir se rencontrer pour échanger autour de sujets qui à la fois intéressent plus spécifiquement les groupes métiers, mais surtout abordent des sujets transversaux. Et ça, c'est vraiment très important pour aussi cette question du faire corps autour d'un projet. C'est vrai que nous, on est tous dans des réalités de travail tendues et on n'a pas forcément toujours le temps aussi d'échanger dans une équipe. Donc là, c'est aussi des moments où on va pouvoir retrouver ses collègues sur des sujets en fait qui vont nous intéresser tous. Et ça, c'est vraiment très très important. Marie, je te passe la parole sur les groupes métiers. Oui, donc quand tu nous as posé cette question des productions, on était vraiment en plus en pleine réflexion au sein du groupe métier sur justement comment donner une suite concrète à toutes nos réflexions, parce qu'en fait on se rend compte que, tu l'as dit, les équipes bougent beaucoup, on aborde beaucoup de questions lors de ces rencontres, lors de visio également, mais le fait qu'il y ait toujours des nouveaux arrivants, ça pose aussi la question de donner un peu de tangibilité à ces réflexions. Et donc les prochaines journées professionnelles étant dédiées aux archives, on a nous commencé effectivement à se dire bon là on va discuter des archives de la médiation, comment elles se constituent, quelle forme elles prennent, mais qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on arrive à donner une forme à ces archives, sachant que sur un réseau national c'est quand même un énorme défi, mais on s'est dit on va pas se laisser dépasser par l'ampleur de la tâche et toutes les implications techniques. On va commencer et puis on verra bien ce que ce travail donnera. Et donc là par exemple, donc quand je dis nous, c'est vraiment tout le groupe métier, hein. On a décidé ça en visio quand on préparait les journées pro et on s'est dit on va mettre en place un espace commun de partage où on va essayer de centraliser les archives de la médiation. Et on ne sera pas exhaustif, on ne va pas avoir une typologie parfaite, mais l'idée c'est vraiment,
moi, depuis que je participe à ces journées professionnelles, il y a toujours des nouveaux arrivants en médiation qui sont demandeurs de voir ce que les autres produisent pour s'en inspirer, et même quand on a après avancé dans sa carrière, pour pas tourner en rond, c'est toujours intéressant d'aller voir ce que font les autres. Et là, c'est vrai qu'on manque de temps pour aller sur tous les sites internet de toutes les personnes, voir ce qu'ils font. Et puis avec les enjeux écologiques, en plus les ressources numériques disparaissent un peu des sites internet. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait créer un espace de partage concret. Pour compléter aussi donc, sur ces questions de réflexion, les points qu'on travaille ensemble, donc on réfléchit aussi justement à mettre en place des rencontres un petit peu plus régulières de manière virtuelle pour développer aussi d'autres sujets de réflexion ensemble. C'est très important parce qu'effectivement, ce qui nous semble intéressant avec DCA, c'est vraiment de pouvoir porter à la fois des sujets communs au niveau national et en même temps de se retrouver en corps de métier pour évoquer des sujets plus spécifiques. Donc là, on réfléchit à organiser aussi un petit programme pour l'année à venir sur des temps de rencontre. On pourrait évoquer aussi en su des sujets transversaux qui nous occupent. Donc là, les archives cette année. L'année prochaine, un gros sujet pour tout le monde. Donc les questions de transition écologique qui sont absolument fondamentales et qui ont des ramifications tentaculaires. Donc au-delà de ces sujets-là, pouvoir vraiment évoquer des points plus spécifiques et surtout être à l'écoute en fait des collègues. Parce que je pense qu'on partage tous aujourd'hui, c'est vraiment aussi la question du dialogue et d'être à l'écoute des besoins qui évoluent en permanence. Voilà. Et donc effectivement, au niveau après des réalisations concrètes, on voulait présenter aussi un magnifique outil. Donc peut-être je te laisse en dire quelques mots. Alors, très rapidement, mais ça c'est une plaquette qui a été conçue, donc le contenu elle a été élaboré par le groupe médiation et toute la réalisation a été coordonnée par l'équipe salariée de DCA. C'est vraiment un travail conjoint. Là c'est une deuxième réédition parce qu'on s'est rendu compte que c'était utile et qu'il fallait l'actualiser et la rééditer, et c'est une plaquette qui décrit les réalités de la médiation en centre d'art. Elle est destinée déjà dans un premier temps à tout ce qu'on appelle les relais en médiation, c'est-à-dire les personnes relais, ça va être donc bien sûr les enseignants, mais tous les accompagnateurs de groupe, ça peut être les médiathèques aussi, tous les acteurs culturels qui gravitent, culturels et de l'éducation qui gravitent autour des centres d'art. Et ça permet aussi de pouvoir donner une réalité à ce métier qui est assez central dans les centres d'art, mais qui parfois est dont les réalités sont un peu méconnues du public. Voilà. Et peut-être le LMAC pourrait rebondir sur cette production-là en restant sur cette même thématique, puisque vous avez commencé à parler de ressources en ligne. Notamment, vous vous êtes investi aussi sur un jeu de plateau, il y a une boîte à outils, donc peut-être vous pouvez nous en dire deux mots aussi dans ces stratégies opérées par ces réseaux et groupes métiers médiation. Avant de te laisser la parole, Nathanaël, juste cette carte postale, puisque c'est l'heure du téléachat sur les documents. Cette carte postale qui a été éditée pour l'ensemble de nos membres, où vous avez aussi l'adresse du site internet et où chacun peut mettre son nom. Tu m'as précédé. Oui, moi je rebondis sur ce que disait Marie. C'est vrai que justement ce nouveau site internet, je parle de vitrine, mais c'est plutôt un espace de partage. Parce que du coup, c'est vrai que historiquement, le LMAC, toutes les ressources ou tout ce que le réseau a pu produire, c'est dans une volonté de le partager, et pas de le partager que entre les membres du réseau LMAC, mais de le partager au plus grand nombre. Donc je vais citer quelques exemples, mais je vais commencer par le site internet, puisque tout de suite, quand on a réfléchi à ce site internet, on s'est dit que toutes les ressources que le LMAC a produit, ou tout ce que les médiateurs et médiatrices dans les structures ont produit, il fallait que ce soit accessible au plus grand nombre. Donc dans notre site internet, sur le site internet, on a un onglet qui s'appelle catalogue de ressources, et vous pouvez, avec des mots-clés, soit à partir de mots-clés, soit à partir du type de public, soit à partir atelier, vous pouvez cibler votre recherche, et vous avez un certain nombre d'exemples d'actions ou de ressources qui ressortent. Si par exemple vous voulez faire un atelier pour alors je vais pas dire la petite enfance parce qu'on n'y est pas encore sur le site, mais si vous voulez faire un atelier pour un public suivi, sous main de justice par exemple, vous pouvez mettre public PJJ et vous verrez s'il y a des exemples d'actions transposables dans votre structure.
Voilà. C'est un gain de temps. C'est pour s'inspirer. Voilà. Donc c'est accessible à tout le monde. Et sur ce catalogue de ressources, il y a aussi du coup toutes les ressources. Tu parlais du jeu Tous les chemins mènent à l'œuvre, qui est le jeu phare, qui est la production phare du LMAC. Donc il y a un jeu qui est physique, un jeu sous forme de plateau, c'est en 2015, qui est sorti en 2015, et qui aujourd'hui est à la fois un outil de formation et un outil de médiation qu'on peut utiliser dans les expositions, et qui est pas mal utilisé puisqu'il fait des émules, notamment avec le réseau cinéma en Occitanie. On sait que je crois que c'est à Lyon ou à Villeurbanne, ils veulent s'en saisir aussi pour le transposer sur les archives. Et la bibliothèque départementale du Lot l'a aussi transposé au niveau du livre. Donc on sait que c'est un outil qui fonctionne. Le LMAC a été associé avec l'agence Occitanie Film et les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel, justement pour réfléchir à comment le dupliquer au cinéma. Un autre outil aussi qui a précédé celui-là, c'est tout le travail autour de la déficience visuelle, avec un site dédié, donc c'est Art contemporain déficience visuelle, qui est là aussi accessible au plus grand nombre. Voilà, donc il y a vraiment cette idée alors pas forcément de capitaliser, on parle plus nous de mettre en commun et de mettre en partage. Voilà, c'est plus ça notre philosophie. Voilà, vraiment la question du partage. Et pour preuve, par exemple, le jeu Tous les chemins mènent à l'œuvre, pour venir celui-là, il est en Creative Commons, voilà, pour vraiment avec cette volonté, voilà, qu'il soit vraiment accessible au plus grand nombre et que ce ne soit pas la propriété du LMAC. Donc, ce qui résonne bien avec ce qu'a pu dire Marie sur aussi le gain de temps avec ces boîtes ressources disponibles pour toutes et tous, et cette solidarité inter-réseau aussi et inter-médiateur au-delà du LMAC sur ces enjeux. Tu voulais dire une dernière chose, parce qu'après il faut qu'on garde notre timing. Je voulais juste c'est ce qu'on a fait. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le présent et l'avenir. Donc tout l'enjeu maintenant, la thématique aujourd'hui du LMAC, c'est la petite enfance. Et donc on réfléchit du coup à créer des outils ou des supports qui soient dédiés à la petite enfance, parce que c'est un public que toutes les structures n'accueillent pas encore ou très peu. Et du coup c'est comment à l'échelle du réseau on réfléchit pour de la même manière qu'on a travaillé sur les sujets, la déficience visuelle, autre. Voilà. Là l'actualité c'est la petite enfance, c'est ce qui nous occupe. Très bien. Et donc au-delà de ces production peut-être matérielle, on peut parler maintenant de ce qu'ils apportent aussi de manière plus au-delà de ces outils et supports très, très concrets. On a bien sûr abordé, nous, dans la préparation de cette table ronde, les enjeux d'espace de parole nécessaires qui sont produits et apportés, offerts par ces réseaux-là, en dehors de nos propres structures, pour être confrontés à d'autres réalités et d'autres formes aussi. Mais au-delà des journées professionnelles, des séminaires, des rencontres annuelles, qu'est-ce qu'ils apportent aussi comme espace de réinvention? Et je pense que ça, on a déjà entendu ce mot-là, sur à la fois une respiration et parfois des frottements, des décalages qu'ils apportent. Et donc pour ça, on va aborder avec le RN13 bis des pas de côté, parce que ces réseaux nous permettent de faire des pas de côté. Donc je vous laisse nous dire ce qu'il se cache derrière les pas de côté. Alors vous avez compris, le réseau est très jeune, ça fait deux ans en fait qu'il existe et qu'il naît dans un contexte un peu particulier du Saut-d'Avie que certaines régions ont vécu aussi. Et donc une porte qui s'ouvre et une proposition de construire un groupe métier. Donc qui dit création d'un groupe métier dit importance déjà de fédérer et de pouvoir se rencontrer. Donc la première année, on a proposé une série de 4 rencontres pour aller voir les structures, rencontrer les équipes et leur demander de présenter leur manière de travailler en fonction du lieu, parce que c'est aussi beaucoup parfois l'architecture ou la configuration particulière d'implantation des centres d'art qui influe en fait ensuite sur nos pratiques. Donc ça, souvent, c'était les matinées. Les après-midi, on abordait une question qui nous concernait toutes et tous. Et puis, on avait proposé aussi de conclure par une invitation à, par exemple, un philosophe, quelqu'un du monde professionnel, pour élargir un petit peu nos thématiques. Au bilan de cette première année, on a souhaité, au niveau de la co-animation du groupe, en fait, s'accorder plus de temps, justement. Alors, on n'est pas allé jusqu'à faire une soirée pyjama, mais c'est une bonne idée. Et l'idée était... non
L'idée est donc vraiment de se prendre le temps pour finalement vraiment asseoir quelque chose et faire corps au groupe. Hein. Comme il naissait donc pas forcément d'une envie, mais plutôt d'une proposition, il fallait que ce groupe prenne un petit peu et qu'il existe par lui-même profondément. Donc on a essayé de proposer en fait un temps d'exploration qui passe par l'expérience, l'expérimentation et qui finalement touche le corps. Le but, c'était de se nourrir d'autres points de vue que seulement celui de l'art contemporain et de pratiques de nos collègues, donc, puisqu'on avait déjà fait pendant une première année, et d'aller chercher un petit peu dans les pratiques artistiques connexes. Pour ça, on est parti du constat qu'en fait, on sollicite dans nos métiers continuellement le corps. C'est notre outil premier, dont on n'a pas toujours conscience, mais qui est toujours avec nous, donc par les gestes, la voix, les déplacements, les jeux de regard. Mais aussi par la manipulation d'objets, de matériaux, de boîtes, etc. Donc on est toujours dans une forme de représentation, mais il n'y a pas toujours une forme d'attention, on n'a pas toujours le temps de respirer entre deux groupes, etc. Et c'est ce point je crois que c'est ce point très simple en fait, nous relier tous et toutes. On s'est dit que donc peut-être ce serait intéressant d'aller solliciter des professionnels justement du spectacle pour nous amener à revenir sur notre outil de base. Et donc on a décidé de faire 2 journées où on mettait au centre, donc plus les mots, hein, notre blabla quotidien, mais de mettre le corps et la pratique physique vraiment au centre de ces journées, en essayant d'observer le corps, nos placements, nos postures, les déplacements dans l'espace, les déplacements aussi les uns par rapport aux autres, les jeux de regard, à travers la danse, donc accompagné par un chorégraphe. Et puis, dans la deuxième journée, c'était une sorte de double journée comme ça qui se complétait, la manipulation d'objets en allant chercher un comédien de théâtre d'objets. Donc c'était assez complémentaire finalement ces 2 journées. Alors l'idée c'était aussi peut-être de faire un pas de côté en sortant d'une sorte de zone de confort aussi peut-être du texte et des choses qu'on savait un petit peu faire. Et c'était intéressant aussi finalement de retrouver peut-être ce qui est aussi souvent beaucoup le public qu'on rencontre, c'est-à-dire il vient aussi à la rencontre en art contemporain d'une forme de langage qu'il ne maîtrise pas, qu'il vient découvrir. Et là, tout d'un coup, justement, en passant par ce biais, nous aussi, on se retrouvait dans une situation d'apprenant ou d'être guidé. Et ça, c'était des choses auxquelles on a pas mal parlé, qui étaient assez intéressantes. Donc 2 journées, une attachée au mouvement, donc d'abord dans une salle de danse, puis ensuite au milieu des expositions. Donc ça aussi, c'était assez intéressant de tout d'un coup décaler un petit peu ce qu'on pouvait y faire. Donc là, on observait les fondamentaux, hein, que je viens de dire, la respiration, les appuis, le regard, les silences. Et la deuxième journée, manipulation d'objets très simples, c'est-à-dire une feuille de papier craft, des matières, où là on pouvait tout de suite voir comment finalement manipuler des matériaux pouvait aussi faire le lien avec des œuvres plastiques. Puisque souvent donc, les œuvres, on ne les touche pas, hein, même si, moi par exemple je travaille dans une artothèque, on a un contact très direct avec les œuvres, puisqu'on les sort des grilles, etc. Mais quand même, souvent on ne peut pas toucher, donc on cherche parfois des ersatz. Donc la manipuler et avoir conscience des points fixes, des points mobiles, c'était un peu le vocabulaire des personnes qui travaillent dans le théâtre d'objets, c'était intéressant, ça nous permettait d'aller un peu plus loin. Et puis la découverte aussi d'une mallette pédagogique, mais là du point de vue justement du théâtre d'objets. Donc ça nous a permis en fait de découvrir des pratiques ensemble, d'avoir des pistes, notamment pour le jeune public, hein, parce que la question de la manipulation ou du théâtre d'objets, vraiment des choses assez intéressantes, et la question du corps aussi, essentielle avec le jeune public, comment on se positionne et comment on se tient dans un espace. Moi, je trouvais que c'est aussi très intéressant de se rencontrer à travers une expérience qui liait le corps, où on était ensemble avec des jeux de regard, avec vraiment cette attention au corps. Donc ça nous a permis de faire corps finalement, de faire groupe, moins par le langage, mais vraiment en existant ensemble. Et puis de se rappeler donc, que la rencontre avec les œuvres, elle n'est pas seulement par le langage, mais elle convoque tous les sens. Et je pense que ça, c'est aussi une question importante, en tout cas, auquel on a envie de porter une forme d'attention. Et puis la dernière chose, c'est l'importance au fait d'être présent, d'être attentif à son corps, et que la présence de la médiatrice avec le groupe crée aussi les conditions d'un accueil qualitatif avec le groupe. Et ça, c'est important aussi de le rappeler dans parfois nos pratiques qui sont très speed, très rapides. Cette attention n'est pas toujours possible. Donc des frottements disciplinaires, on le voit, et puis des fois des mises en danger, en tout cas en inconfort. Je ne résiste pas
parce que c'est pas raisonnable parce qu'on n'a pas le temps, mais juste en quelques secondes, est-ce que le LMAC peut nous parler des groupes commandos ça vaut le coup. Alors, le groupe de travail Commando est né dans un avion, de retour d'un voyage en Suisse, où nous avions rencontré au MAMCO un duo d'artistes médiateurs qui s'appelle Micro-Sillon, et qui nous a donné envie d'imaginer une médiation d'auteur, qui s'affranchisse du discours de l'artiste, qui s'affranchisse du discours de l'institution, et qui mette finalement des formes un peu plus performatives de médiation. Donc ce groupe, il a été lancé pour les 30 ans des FRAC, les Pléiades, c'était quoi, 2013 ? C'était 2013 ? Oui, merci. Et depuis, il y a une régularité. Donc le principe, c'est qu'une structure qui le souhaite autour d'un format événementiel, par exemple, pour remettre la médiation au cœur, va faire une invitation aux autres membres du réseau à concevoir une médiation commando, one-shot, autour du format qui a été choisi. Ce qui nous a donné l'occasion de nous mettre dans des situations délicates, mais aussi d'imaginer de très beaux moments de médiation et je pense, qui est important aussi, en plus d'être une médiation d'auteur, c'est ce que vous disiez un peu, c'est de se faire plaisir aussi, de remettre de la joie dans nos pratiques. De la joie, du plaisir, de la réinvention dans ces réseaux. Et peut-être on pourrait échanger maintenant sur une question un peu plus épineuse, celle des balises qu'on peut mettre dans ces groupes médiation. C'est un enjeu majeur de la place de la médiation dans le paysage. Et bien sûr, la médiation, elle peut être perçue de manière transversale à tous les services et une fonction partagée avec des artistes. Sauf Victor, on l'a compris, mais certains artistes peuvent partager cette question de la médiation, ou en tout cas on la partage avec des porteurs de cette fonction de transmission. Et donc on parle pour certains de groupes métiers, médiation, pour d'autres c'est des groupes médiation de manière plus générale. Et donc pourquoi dissocier, isoler la médiation culturelle ? Quelle est la nécessité aussi de se retrouver qu'entre médiateurs et médiatrices culturelles, et parfois nécessité à l'ouvrir. Donc cette question des balises, peut-être on va la poser à RN13 bis, puisqu'il y a cette segmentation de ce groupe médiation, mais en même temps, il y a cette ouverture, vous l'avez compris, à des artistes, à des commissaires d'exposition. Donc des fois, comment ça s'articule, cet enjeu de la médiation en dehors de cet isolement ? Alors, le Benjamin. Nous, c'est intitulé Groupe métier médiation. En y réfléchissant un tout petit peu, je me disais que quand même aujourd'hui, il est important, il me semble important, d'affirmer cette dimension professionnelle. Il y a juste un discours qu'on entend parfois, c'est que tout est médiation, tout le monde peut faire la médiation. Enfin oui, si on s'y attache et qu'on y travaille. Il me semble quand même que cette dimension professionnelle est importante. Aussi, concrètement, dans notre région, de par cette suite avec le Sodavi et la construction et la structuration, le contrat de filière, donc c'est-à-dire affirmer vraiment un métier. Des compétences, voilà. Pour moi, c'est pas isolé en fait, c'est créer plutôt des espaces de construction. Ces espaces de construction, ils sont des espaces de construction donc d'auto-formation, de formation en appelant ailleurs d'autres énergies, d'autres visions du monde. Bien sûr, ça part aussi d'une ventilation du cœur, un besoin de parler, des espaces de parole aussi qui sont nécessaires pour faire émerger des problématiques professionnelles, des contextes parfois difficiles aussi, ça existe. Et c'est aussi, je crois, la garantie, ça me semble aussi ce qu'incarne Blas, de faire entendre une voix claire et impactante parce qu'elle est commune et structurée. Alors concrètement, dans le groupe métier, donc, qui est très jeune, disons que c'était vraiment l'idée avec cette proposition, je le sens comme ça, de rentrer dans une structure. On nous ouvre une porte, de mettre le pied dedans et de construire un groupe et de réfléchir à nos pratiques. Et les propositions qu'on a faites n'ont pas seulement trouvé un écho chez les médiateurs et médiatrices du réseau, mais on a vu arriver des artistes, des professionnels, des chargés d'action. Enfin, hier, on avait une rencontre et il y avait des gens de la ville, des actions culturelles. Enfin, ça crée autre chose, ça s'ouvre en fait. Et il ne s'agit pas de s'isoler, mais de partir quand même d'un cœur. Ça me semblait important. Donc je dirais il y a une curiosité bien sûr et un accueil qui sont importants. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ?
groupe métier aussi, juste, mais ça on l'a déjà dit, c'est qu'il y a aussi une importance de rompre l'isolement. Enfin, on a une région qui est pas aussi grande que l'Occitanie, mais il y a aussi un moment de réunion de deux Normandies. Et là aussi, il y a besoin en fait de regrouper autour d'un point commun quelque chose pour se créer et rompre des isolements. Notamment, il y a beaucoup de structures aussi rurales, et donc c'est important en fait aussi de se retrouver ensemble. Donc là, on parle un peu de frontières, de porosité, et ça me permet de faire le lien avec la suite et de réentendre DCA, parce que j'ai présenté donc chacune comme des ambassadeurs, ambassadrices d'un réseau, mais en réalité, ils s'impliquent dans plusieurs réseaux, et ça c'est le cas à mon avis d'un grand nombre de personnes qui sont dans cette salle, et c'est le cas des deux co-référentes de DCA qui naviguent finalement d'un réseau à un autre, et donc je trouvais ça intéressant de mettre en lumière l'apport et la complémentarité de ces différents réseaux qui maillent notre territoire. Donc peut-être Marie, tu commences avec tes 3 casquettes, c'est ça ? Donc moi, je fais partie du conseil d'administration du LMAC et j'en suis membre depuis 14 ans. Je fais partie du conseil collégial de Blas et j'ai fait partie de l'équipe à l'origine de sa création. Et je suis co-référente depuis récemment, quelques mois seulement, du groupe métier DCA, auquel je participe depuis 2016 et le forum des équipes à Vassivia. Donc c'est vrai que comme ça fait un peu cumul des mandats complètement compulsif, mais je ne suis pas dans une démarche complètement égotique. C'est parce que pour moi, en tant que professionnelle, la participation à ces 3 réseaux, elle est très complémentaire. Donc le LMAC, moi je suis arrivée à 25 ans dans un centre d'art en zone rurale, seule à la médiation, seule face au public, première expérience professionnelle. Donc vous imaginez bien un peu le rôle que ça a joué pour moi dans ma formation en tant que professionnelle. Et voilà, je m'en souviens avec émotion. Et puis aussi, la proximité géographique, donc maintenant la région est plus grande, mais c'est vrai que ce réseau régional, pour moi, il me permet de connaître mes homologues sur mon territoire vraiment géographique proche, et ça crée la possibilité de collaboration, et de collaboration concrète. Voilà, et c'est aussi l'occasion que ça passe pas seulement par des projets portés par les directions, mais aussi par l'équipe de médiation. Blas, donc c'est vrai que c'est une. En fait, c'est vraiment l'idée de fonder une association nationale pour faire reconnaître les réalités très différentes des métiers des médiatrices aujourd'hui en France, quel que soit leur lieu, quel que soit leur statut, puisqu'il y a aussi des médiatrices indépendants, et de s'enrichir de notre diversité, tout en définissant vraiment ensemble les contours de notre profession. Et ça, je trouve ça vraiment très important parce que même si on a des conditions de travail très différentes, on fait quand même tous et toutes le même métier. Et enfin, donc DCA. Donc là, c'est vraiment l'occasion d'avoir un échange entre professionnels de la médiation en centre d'art, puisque donc moi, je travaille dans un centre d'art labellisé d'intérêt national, et même si c'est pas une question de label, mais les centres d'art ont des spécificités. Donc c'est vrai que c'est important pour moi de rencontrer des professionnels et de réfléchir ensemble à nos spécificités. À se connaître malgré l'éloignement géographique. Voilà, Anaïs qui est dans les Hauts-de-France, moi qui suis dans le Lot, sans un réseau comme DCA, on n'aurait jamais collaboré et on se serait jamais connus à ce point. Et puis, voilà, tu l'as dit, c'est aussi les journées professionnelles DCA, c'est des choses qui se vivent en équipe. Et ça, du coup, c'est quelque chose que je ne vais pas avoir au niveau du LMAC, au niveau de Blas, et qui est très très important en fait d'y aller avec vraiment le régisseur, l'administratrice. On y va tous ensemble, on se voit en pyjama, et là, ça crée une cohésion vraiment très forte.
Donc on voit bien là la pertinence et l'importance du pyjama, bien sûr, mais de la juxtaposition de ces réseaux. Et peut-être un autre cumul, la question de l'articulation entre le temps personnel et professionnel qui sont liés à ces réseaux. C'était important pour nous de le mettre aussi en lumière et de l'aborder. Et on va l'aborder avec Anaïs qui, elle aussi, est investie dans plusieurs réseaux et qui va essayer de nous parler justement de comment c'est à cheval entre du temps perso et du temps pro, ces réseaux. Parfois, bien sûr, les structures en bénéficient pleinement, mais pourtant, des fois, elles ne mettent pas vraiment à disposition le médiateur ou la médiatrice pour qu'elle puisse investir pleinement ces réseaux. En même temps, ça nourrit des carrières et des stratégies personnelles et professionnelles. Enfin, comment ce maillage s'articule ? Oui, vous l'avez compris, moi j'adore parler des problèmes. C'est mon grand dada. Et effectivement, il y avait des points qui me semblaient intéressants dans cette articulation. Donc moi, pour info, je suis donc dans 4 réseaux aussi via la structure pour laquelle je travaille, qui est donc le Centre régional de la photographie Hauts-de-France à Douchy-les-Mines. Donc on est évidemment investi dans le réseau territorial, donc euro-régional d'art contemporain 50 degrés nord, 3 degrés est. Mais on fait aussi partie de réseaux nationaux, donc DCA que Marie citait, puisque nous sommes aussi labellisés Centre d'art contemporain d'intérêt national. On a la spécificité de travailler le médium de l'image et de la photographie plus spécifiquement. Donc on fait aussi partie du réseau national Diagonale, qui rassemble du coup les structures produisant et diffusant la photographie. Et puis je suis aussi adhérente à titre personnel de BLA. Et nous avons fait adhérer, du coup j'ai un peu poussé quand même, l'adhésion de la structure en 2021 à l'association. Donc vous voyez que c'est une articulation assez complexe. Et effectivement, moi j'avais identifié trois points qui me semblaient intéressants, qui étaient vraiment des questions de disponibilité. Effectivement, on travaille, donc tu le disais Camille, cette articulation temps de travail assumé sur le temps de travail pro, les dépassements. Donc je pense que tout le monde ici aurait des choses à dire sur ce sujet. La question aussi de la continuité du travail et des engagements, ça c'est très important parce que quand on est sur une articulation justement adhésion personne physique, adhésion personne morale, comment on inscrit aussi ce travail dans la continuité, puisque du coup on sait qu'il repose quand même sur des personnes justement qui choisissent de se rendre disponibles, même si c'est au nom de la structure donc personne morale, sur des sujets. Donc il y a vraiment cet aspect-là qui est fondamental. Et puis la question aussi de la représentation, qui est une question qu'on a beaucoup évoquée au niveau du réseau régional, c'est-à-dire la capacité aussi à engager la structure quand on est médiateur et qu'on représente la structure sur des questions spécifiques. Donc ça, c'est vraiment, je pense, des sujets absolument passionnants, très complexes, mais dont il est important de discuter. On sent qu'il y a effectivement un petit changement de paradigme aujourd'hui, où on parle de plus en plus effectivement de ces questions-là, du travail invisible aussi. Disons qu'il y a un vrai intérêt aussi des structures. Alors, tu l'as dit, des professionnels, parce qu'effectivement, ça nourrit, ça enrichit, donc c'est au profit des personnes, mais également des structures qui sont du coup bénéficient aussi d'une représentation. On est tous là aujourd'hui, je pense que c'est aussi un enjeu fort pour nos structures. Et quels moyens on donne aux équipes pour vraiment travailler ces questions-là. Il me semble qu'il y a encore un petit impensé sur lequel il me semble important de revenir. Voilà. Peut-être un dernier tour de table avec une question qui est la même pour les 3 réseaux, qui est celle du défi, du challenge peut-être qui se pose aujourd'hui à ces différents réseaux, peut-être la grande question que devraient se poser les réseaux de la médiation culturelle en art contemporain en France ou vos réseaux respectifs. Quel est le défi pour l'avenir ? Qui commence ? Allez, elle a massé, alors le défi, je pense que ce serait de tenir. C'est-à-dire qu'on est, je pense, la médiation comme une prise en charge des publics, des usagers, mais aussi la plupart du temps des artistes. Et que comme tous les métiers du soin, nous sommes en souffrance. Enfin, je pense que le peu d'espace de parole, quand ils se mettent en place, nous montre qu'il y a quand même beaucoup de souffrance dans les équipes. Alors sans être victimaire, je pense qu'il y a de vraies questions à se poser sur la reconnaissance de nos métiers, la reconnaissance de ce que l'on fait, parce que on est quand même, me semble-t-il, aujourd'hui dans un endroit très citoyen dans nos métiers. Aujourd'hui, apprendre à lire une image, à peut-être
c'est un vrai défi aussi. Et je rebondirai sur ce que Béatrice a demandé tout à l'heure sur l'histoire de la médiation. Je pense que c'est important. Enfin, en tout cas, nous, c'est un constat qu'on nous a rapporté en Occitanie. Le ministère de la Culture parle beaucoup de droits culturels. Et en fait, quand on décortique les droits culturels, moi, ça a été mon cas avec mon autre casquette professionnelle. En fait, on se rend compte que les arts visuels, en fait, on fait des droits culturels depuis avec les arts visuels, enfin, que la médiation en arts visuels existe. Et je pense que tout le défi des réseaux, c'est de valoriser ça, justement. Donc, est-ce que ça passe par aller approfondir l'histoire de la médiation ? Mais en tout cas, je pense qu'on doit valoriser ça, et ça fera partie de la reconnaissance et du futur, je pense. La grande question, le défi de RN13 bis, quel est-il ? Sans doute, on disait tout à l'heure, il n'y a pas de représentant à l'Assemblée générale du réseau en médiation. D'être une force agissante, impactante peut-être, de pouvoir aussi s'investir à cet endroit-là. C'est loin d'être simple parce qu'il faut que ce soit une voix collective, donc ça émane justement d'un corps collectif, mais ça c'est sans doute une des choses importantes, et puis que le groupe continue. 2 ans, on peut dire vraiment qu'on est, donc déjà il faut qu'il se solidifie et qu'il réussisse à construire vraiment une identité régionale. Ouais, c'est ça, grandir et pouvoir se mettre en dialogue aussi au sein avec d'autres personnes. Donc voilà, que ce soit, alors est-ce que ça passera par la gouvernance, est-ce que ça passera par des temps plus collectifs, comment les chantiers qu'on mène au sein du réseau peuvent être entendus par d'autres interlocuteurs, interlocutrices. Et puis comme le contrat de filière est un endroit de co-construction des politiques publiques, mais c'est aussi comment les professionnels de la médiation vont pouvoir y prendre part pleinement et pouvoir, je ne sais pas, grand rêve, mais peut-être participer à modifier, modeler les dispositifs existants au sein des collectivités territoriales et de la DRAC. Grand rêve. Et le grand rêve ou l'enjeu pour DCA ? Nous, déjà, il y a ces thématiques transversales qui parcourent un peu chaque année de travail là. Donc, je pense que ça va être vraiment de concrétiser le travail autour de ces grandes thématiques. Donc là, c'est les archives, mais l'année prochaine, c'est la transition écologique. Donc, moi, par exemple, à la Maison des Arts Georges-Claude Pompidou, on fait partie des 5 centres d'art pilotes qui ont été retenus par des CA pour expérimenter ce diagnostic environnemental qui est soutenu par la DGCA. Et là, on voit vraiment que c'est des questions transversales qui concernent toutes les équipes, qui soulèvent des problématiques fortes. En tout cas, pour moi, en médiation, je me rends compte qu'il y a vraiment la médiation peut être vraiment le fer de lance sur ces questions-là pour sensibiliser le public. Et du coup, c'est vrai que je pense que ça va être le grand travail du réseau aussi dans les années à venir, c'est que ces expériences-là autour de la centralisation des archives, des diagnostics environnementaux, ça reste pas lettre morte, mais que ça donne une impulsion aussi à une vraie politique publique pour, par exemple, la transition écologique dans les centres d'art. Et pour compléter, c'est déjà pas mal. Il y a l'aspect vraiment qui nous semble intéressant dans DCA, c'est vraiment évidemment l'échelle territoriale qui est nationale. Donc il y a des enjeux très forts là-dessus, parce que c'est aussi une mise en dialogue de structures implantées dans des régions très différentes. Donc ça permet aussi de sortir parfois de fonctionnements qu'on pense inévitable pour se confronter aussi à l'altérité d'autres territoires où on fonctionne différemment. Donc c'est vraiment une richesse. Effectivement, ce réseau nous permet aussi ces échanges-là de prendre aussi de la hauteur, et de gagner en compétences. Et ce qui nous semble aussi intéressant, c'est que du coup, on est sur une échelle nationale, donc à même de porter vraiment une voix commune aussi avec les partenaires, tous nos partenaires. Et puis évidemment, ça veut dire aussi sortir des frontières. Donc nous, on est dans une région, en tout cas le centre d'art pour lequel je travaille, on travaille beaucoup avec la Belgique. Il nous semble que c'est intéressant d'avoir un réseau aussi national qui puisse entrer en dialogue avec les partenaires
sur les autres pays, enfin voilà, voisins ou plus lointains au niveau européen ou international. Et ça, c'est des choses voilà, que le réseau aussi a déjà porté, des travaux de coopération. Et ça nourrit les équipes. Et donc c'est effectivement un enjeu fort pour demain, au vu aussi de tout ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Voilà. Merci pour ces 3 enjeux au pluriel partagés par ces 3 réseaux. Je vais prendre juste 3 minutes pour conclure peut-être et se dire qu'on vient d'appréhender, de tracer peut-être de premiers contours de cette cartographie des réseaux organisée autour de cette profession, on l'aura compris, en perpétuelle évolution, et de rendre compte, j'espère, d'une partie des activités de ces réseaux qui les composent en tout cas. Et peut-être si on regarde une des grandes questions du programme du jour, qui était aujourd'hui en France, quelles sont les initiatives pour structurer cette profession, on aura bien compris que les réseaux étaient une première réponse très très importante à cette question-là. Et peut-être en guise d'ouverture, je vais reprendre l'idée de cette cartographie en pensant peut-être une représentation plus sensible, une cartographie sensible finalement de ces réseaux. Et je vais faire un petit détour en évoquant un réseau médiation, un réseau médiation du spectacle vivant qui est basé en Gironde, le réseau de l'IDAC, et qui a pris une année entière de réflexion pour essayer d'analyser la place de cette médiation dans le paysage et surtout le rôle que jouait leur réseau aussi. Et ils en ont sorti 4 axes. Et je trouve que ces 4 items, on pourrait les retrouver en légende de notre cartographie, et peut-être qu'on peut mettre au défi les designers graphiques de cet après-midi d'essayer après de nous refaire une carte autre que spatiale mais plutôt sensible. Et ces 4 composantes, elles résonnent très sincèrement avec les dimensions qui viennent d'être abordées. Ça nous permet de synthétiser tout ça. La première dimension pointée, c'est des réseaux pour faire réseau. Alors ça peut paraître naïf, simpliste, mais finalement c'est ce qu'on a entendu, c'est pour identifier et connaître chaque médiateur, médiatrice et structure, et faciliter ces relations, ces coopérations, et même créer des passerelles entre les différents réseaux. Deuxième dimension qu'on a entendue là ce matin, c'est des réseaux pour mettre en réflexion perpétuelle sur ce qu'est la médiation et le rôle et le métier de médiateur, et de proposer des espaces de rencontre, de partage d'expériences, de questionnement sur des pratiques et des problématiques communes, et aussi de conditions d'exercice, on l'aura compris aussi, et des réseaux pour expérimenter. On a parlé de laboratoire, puisqu'on sent bien que ces réseaux, ils sont là pour concevoir des outils, sortir de nos chemins habituels, comme on a pu le voir aussi, et je pense donner les moyens d'analyser nos pratiques. Et la formule de l'IDAC, c'était aussi de composter nos projets, et je trouve qu'elle est assez intéressante sur cette idée d'expérimenter ensemble et de composter ensemble. Et enfin, 4e dimension de notre carte, des réseaux pour valoriser, défendre ce métier et rendre visibles ces initiatives, actions et réflexions. Donc je terminerai peut-être avec des petites bribes de ce qu'on peut lire quand on ouvre l'encyclopédie Universalis sur cartographie, à savoir, attention, tenez-vous bien, qu'il s'agit d'un instrument de connaissance et de puissance au service de l'État, d'un moyen de prévoir et de planifier l'action de l'homme sur le milieu. Science exacte ou interprétation subjective ou art d'expression. Quoi qu'il en soit, je n'aspire qu'à ce que cette cartographie puisse porter haut et fort les ambitions et les valeurs partagées par tous ces professionnels, tous ces médiateurs et médiatrices culturelles qui sont engagés dans ces réseaux. Merci pour votre écoute.